Welcome to the Point of No Return podcast, an exploration of strategy, leadership, technology, and entrepreneurship. Your host, Nectar, is the co-founder and partner at the PNR, a strategy consulting firm based in Montreal. Bonjour tout le monde. Welcome to another episode of the Point of No Return podcast, a show where we interview presidents, leaders, and CEOs to better understand how they think about strategy. So welcome to day 495 of the quarantine, or at least it feels like we've been quarantined for such a long time. Today is Thursday, April 8th, and yes, we've been kind of in lockdown mode for a few weeks. That being said, I did get the pleasure of speaking with Stéphane Morancy, Chief of Investments at Fondaction, about the current crisis, in particular, and how Fondaction and that organization is looking to help their portfolio companies with this crisis. So this episode was great. We spoke about how Stéphane thinks about, purpose tied in with his work. We spoke about Fondaction in particular and their focus on sustainability. This concept of impact investing that I find very interesting and very appealing. Of course, we spoke about Fondaction's thesis and how Stéphane is leading the charge in terms of investments. And then we took a second to zoom out and really think beyond the crisis, and then what's coming down the pipe once the economy recovers. So I found that part of the conversation super interesting. So with that, I'd like to thank you and have a good day. Donc Stéphane, premièrement, merci de prendre le temps durant cette période de crise. C'est énormément apprécié. Je suis content que tout le monde chez toi est en sécurité. Donc, premièrement, un grand merci d'avoir pris le temps aujourd'hui. Ben écoute, ça fait plaisir. Moi, je te dirais que en ce moment, personne n'a fait face à cette crise-là auparavant. Alors, j'ai appris énormément en partageant avec les autres de à peu près de n'importe quel domaine. Fait que je trouve ça important de pouvoir partager comment est-ce qu'on a réagi, qu'est-ce qu'on fait avec le reste, parce que c'est ensemble qu'on est capable d'apprendre en ce moment. Il y a comme une importance d'intelligence collective dans le problème auquel on fait face. Effectivement, c'est bien dit. Et une zone, je veux retourner à la crise et ce que vous faites comme organisation pour la crise, mais je vais commencer à être plus personnel, commencer avec ton parcours, Stéphane. Peut-être une première question, quand est-ce que toi, tu as réalisé l'importance du développement durable? Wow! J'ai commencé ma carrière chez Deloitte, puis je faisais de la mise en bourse, puis du M&A. J'adorais la finance parce que je pense que j'adorais les maths et c'était des modèles complexes de maths, puis je pensais que j'allais faire un comptable au départ. J'ai trouvé ça archi plate et quand j'ai vu ce qu'était la finance, j'ai fait ça c'est intéressant. Il y a quasiment de la créativité en finance. Il y a quelque chose qui m'intéressait là-dedans. Par contre, ça a pas pris beaucoup de temps avant que je me rends compte qu'il n'y avait pas de purpose à la finance. Dans les années 80, la finance, avec la déréglementation de la finance, était devenue comme une industrie qui suffisait à elle-même. Si on regarde historiquement comment la finance était utilisée, la finance c'était un moyen de faire quelque chose. Alors, on amassait du capital pour aller à la conquête de l'Amérique. On amassait du capital pour aller conquérir un pays. On amassait du capital pour faire quelque chose, alors que quand moi je suis arrivé en finance, on faisait de la finance pour faire de la finance. La finance s'autosuffisait elle-même. Tant qu'elle faisait un rendement, elle s'autosuffisait. Et puis, j'ai quitté Deloitte pour aller chez Desjardins Capital en me disant, Desjardins, c'est quand même un mouvement coopératif financièrement. Ils vont avoir non seulement un discours, mais une action qui va vouloir faire de la finance pour quelque chose. À cette époque-là, c'était pas une époque où Desjardins, à travers son activité de capital de risque, désirait faire de la finance pour quelque chose. Et donc, j'ai dû quitter carrément le monde de la finance en me disant, finalement, c'est pas fait pour moi. Et je suis allé fonder deux entreprises qui avaient un purpose, puis je veux pas passer énormément de temps sur ces deux entreprises-là, mais une après l'autre, ces deux entreprises qui poursuivaient un purpose au-delà de juste faire de la business, rentrer des revenus, faire des profits.
Puis à l'époque, ça n'avait pas de nom. En fait, on parlait pas d'entrepreneuriat social, on parlait pas d'impact investment, on parlait pas d'impact business. On parlait rien de ça. B Corp n'existait pas. Il y avait rien de ça qui existait, mais je pense que c'était un désir qui existait, en tout cas chez moi, chez d'autres, mais qui avait pas de nom. Et quand j'ai vendu ma deuxième entreprise, je suis allé voir Léopold Beaulieu, qui était à la tête de Fondation et qui avait bâti Fondation, parce que je reconnaissais dans ce que Fondation essayait de faire de la finance pour quelque chose. Tu sais, d'ailleurs, le slogan de Fondation, c'est donner du sens à l'argent. C'était l'argent a un sens. L'argent peut être utilisé à faire quelque chose. Le capital est un outil important pour donner une direction à l'économie, pour donner une direction pour donner une direction aux mouvements sociaux, pour donner une direction, puis c'est arrivé quand même assez vite par la suite, pour donner une direction à une transition environnementale nécessaire. Il y avait ça dans le discours de Fondation. Dans les actes, comme le reste de l'industrie, ils essayaient toujours de trouver comment le faire, de se donner les moyens de le faire. Faut comprendre, là, ça fait 11 ans de ça. C'était pas le fonds d'action d'aujourd'hui. C'était un fonds d'action qui avait atteint un niveau de sophistication correct pour faire du capital de développement de qualité, mais qui avait pas encore, je dirais, dégagé tout le niveau d'expertise, créativité pour être capable de faire arriver sa mission. Puis j'ai eu la chance dans les 11 dernières années de faire partie de ce pan de l'histoire-là de Fonds d'action qui a trouvé les moyens, en même temps que certains acteurs de l'industrie, d'avoir un impact positif sur la société en général, d'être capable de mettre son capital à disposition de l'intérêt général. Et comme tout le monde, on est devenu, en quelque sorte, des porteurs du projet de l'impact investment. Au départ, sans le savoir, sans le nommer, puis de plus en plus que cette industrie-là, qui est celle de l'impact investment, qui se forme, qui se donne des normes, qui se donne des mesures et des moyens d'agir qui sont plus standardisés, plus uniformes, ben de plus en plus, on peut dire que on est de plus en plus un fonds d'impact investment. Yeah. Tu as parlé, Stéphane, aussi de purpose, du pourquoi. Tu sais. Donc, au-delà de fonds d'action, peut-être pour toi personnellement, pourquoi trouver un purpose, c'est important pour toi? Tu sais, c'est-tu quelque chose d'un jeune âge que tu penses, tu sais, on a une vie, il faut avoir un impact. Tu sais. Donc, le lié aussi à l'investissement d'impact, qui moi, résonne beaucoup comme terme. Je suis curieux de t'entendre, tu sais, l'importance du pourquoi tu le fais. En fait, je me suis pas rendu à la source du pourquoi. Tout ce que je sais, c'est que je peux pas faire autrement. Parce que j'ai commencé une carrière où si j'avais pu faire autrement, je serais passé à côté de l'impact investment. J'aurais juste fait business as usual. J'aurais juste fait de l'investissement comme tout le monde. Et ça m'aurait convenu. Moi, je dirais que il y a un tel niveau de dissonance quand je suis pas capable de savoir que je suis en train de travailler pour l'intérêt général, de travailler pour moi-même, mon agenda ou même juste mon organisation ne me suffit pas, ça ne me nourrit pas. Je suis quelqu'un qui se donne à 100% à ce qu'il fait, met énormément d'énergie dans ce qu'il fait, énormément de passion. Puis j'économise pas ou j'essaie pas de me protéger, je donne tout ce que j'ai. Alors si je donne tout ce que j'ai, mais je suis pas nourri de l'autre côté, je vais m'épuiser. Je vais arriver au bout de mes ressources. J'ai besoin de cette nourriture-là, puis cette nourriture-là, elle me vient de savoir que je travaille à quelque chose qui est plus grand que juste ma petite personne ou ma petite organisation. Et c'est pour ça. Donc, c'est là, je peux pas faire autrement. J'ai pas trouvé la source ou le pourquoi dans ma tendre enfance. Ça s'est inséré dans mon ADN. Mais je peux pas faire autrement. Parce que si j'avais pu faire autrement, j'aurais choisi une autre carrière, j'aurais choisi une autre organisation, j'aurais choisi une autre façon d'agir dans le marché. Mais j'ai découvert avec le temps que je pouvais pas faire autrement, sinon je m'en vais à ma perte. Ouais, c'est une belle façon de l'exprimer. J'aimerais peut-être que tu prennes une seconde, Stéphane, pour expliquer c'est quoi Fonds d'action et tu sais,
comment M. Léopold l'a fondé, pour avoir un peu plus de background pour les personnes qui savent pas l'organisation. Ben, c'est important de savoir d'où ça vient. En fait, ça vient l'initiative des fonds provenant des milieux syndicaux, ok, des fonds de travailleurs qu'on appelle. Puis c'est important de savoir à quoi ça répondait à l'époque, ces fonds de travailleurs-là. Le premier fonds de travailleurs au Québec, ça a été le Fonds de solidarité, et lui a été créé dans une perspective où on était en crise économique dans les années 80. Crise économique très, très importante. Et il y avait énormément de fermetures d'entreprises, fermetures d'usines. Et les fonds de travailleurs, à ce moment-là, la FTQ avait dit, ben, il serait bon d'utiliser le pouvoir d'épargne des membres de la FTQ à l'époque et des travailleurs pour intervenir dans l'économie, pour faire travailler les travailleurs. Donc déjà, on est dans une logique d'impact avant qu'on appelle ça de l'investissement d'impact. Là. Il y a un enjeu économique important auquel on fait face, et cet enjeu-là, on va y répondre. Et ce n'est pas seulement une question de rendement et de finances, c'est une question d'avoir un impact sur l'économie en général. Fonds d'action apparaît 10 à 15 ans plus tard. Et Fonds d'action est plus dans la même problématique. Il est dans une logique de développement durable. Fonds d'action et Léopold portent une idée qui est celle que l'économie telle qu'on la connaît ne prend pas en compte ses externalités et donc non soutenables. Et que c'est ça la problématique auquel on fait face alors que Fonds d'action est né. Et la CSN donne son aval à la création de fonds d'action sur la base qu'il y a un problème par rapport au caractère soutenable de l'économie. Et que Fonds d'action va investir dans une perspective de développement durable. Puis ça, à l'époque, ça veut pas dire grand-chose. Il faut savoir que le développement durable est sorti du rapport Brundtland. Ça vient de sortir, c'est tout chaud. On comprend pas exactement c'est quoi. Ça veut tout dire et rien dire en même temps. Dernièrement, un membre du conseil d'administration de Fonds d'action me disait, ben nous, on pensait à l'époque que notre principale contribution était l'épargne et que tant qu'à investir, on le ferait dans une perspective de développement durable, mais c'est devenu tout autre. En réalité, on est en train de lever de l'épargne dans le but d'avoir le pouvoir d'un capital qui peut, lui, transformer l'économie de façon à ce qu'elle soit plus durable. Ce qui est carrément un changement complet par rapport aux perspectives du pourquoi ça avait été créé au départ. Alors, on est parti plus d'une question de finances responsables. On va agir de façon responsable, donc on va minimiser nos impacts négatifs. Aujourd'hui, on va optimiser nos impacts positifs dans le but de faire transitionner l'économie vers le développement durable. Donc ça, c'est vraiment ce que porte Fonds d'action, spécifiquement depuis le début. C'est ce qui le rend très distinct dans le paysage québécois, c'est qu'il a toujours été créé dans le but de rendre l'économie plus soutenable environnementalement, socialement, au niveau de la culture, au niveau des territoires. Donc, rendre l'économie soutenable pour une vie en société, puis une vie dans l'environnement dans lequel on vit. Fait que ça, c'est ce qu'a porté Fonds d'action depuis le début. Je dirais que ça a été incarné très fortement par le personnage de Léopold Beaulieu, là. Il était le fondateur, celui qui est arrivé avec l'énergie du Big Bang. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, on est rendu à plus de 2,5 milliards sous gestion. On a 20 ans derrière la cravate. Aujourd'hui, c'est organisationnel. La preuve, Léopold a quitté l'organisation dernièrement, dans les derniers mois. Il a annoncé son départ au mois de septembre. Et il a quitté au mois de décembre. Et puis on a une organisation qui est exactement dans la continuité de ce que Léopold avait voulu dès le début.
Il y a pas, au niveau de sa mission, au niveau de ce qu'elle porte comme projet de société, la thèse, la mission est intacte. Ouais. Donc la vision, la mission, comme tu as dit, change pas avec le départ, la retraite de Léopold, mais c'est juste une continuation au prochain niveau de ce que vous faites aujourd'hui chez Fondaction. C'est exact. En gros, je pense la portée, là, la vision puis la mission, elle demeure la même. Ce qui change, c'est les moyens pour y arriver, puis ça, c'est normal. Faut que ça s'adapte à la réalité d'aujourd'hui. À l'époque, on était à peu près tout seul à porter un discours de développement durable. Aujourd'hui, il a été intégré dans plusieurs institutions financières. Au départ, on était dans les premiers à porter une façon de faire qui aujourd'hui s'appelle l'impact investment, mais à l'époque, on savait pas. Et puis là, on voyage à travers le monde, puis on découvre que on n'est pas tout seul. En fait, il y a d'énormes masses monétaires qui ont déjà transitionné vers l'impact investment. Dans les 2 dernières années, on s'est joint au Global Impact Investment Network, qui est l'association internationale des investisseurs en impact. Puis on retrouve là-dedans des groupes comme Wellington avec 1,5 trilliard sous gestion. C'est pas des petits joueurs marginaux. On parle en fait de la colonne vertébrale de la finance internationale qui se regroupe dans ces associations d'impact investment là. Oui. Donc tu as parlé un peu du quoi, mais je suis curieux de t'entendre. C'est quoi pour Fondation l'Impact Investment et aussi comment vous le faites aujourd'hui? C'est quoi la stratégie pour le mettre en place? OK. Il y a plusieurs stratégies pour mettre en place l'impact investment, mais ça se précise de plus en plus. Celle que nous, on a favorisée, c'est ce qu'on appelle du team-based impact investment, de l'investissement thématique d'impact. On est arrivé au constat que pour être capable d'avoir un impact réel, il fallait se spécialiser. Il fallait comprendre des industries d'impact finement pour être capable d'investir dans les entreprises, d'en transformer le modèle puis d'optimiser l'impact. Et aussi d'investir à tous les stades de développement des thématiques d'impact. Donc, pour faire du capital de risque early stage, il faut avoir une connaissance fine d'un secteur d'activité. Pour faire l'investissement en équité lead dans les entreprises, pour transformer l'organisation puis optimiser son impact, il faut avoir une connaissance fine des industries. Donc, on a décidé d'opter pour la stratégie de thématiques d'impact. Donc, on a développé 3 thématiques auxquelles sont rattachés des sous-secteurs d'activité. Nos 3 thématiques, c'est lutte changement climatique, dans laquelle on va retrouver tout ce qui est énergie renouvelable, efficacité énergétique, mobilité durable, puis valorisation des matières résiduelles, donc tout ce qui est économie circulaire. On a développé une deuxième qui est toute la question de la transition alimentaire. Donc, tout ce qui est agroalimentaire durable, qui vient améliorer la souveraineté ou l'autonomie alimentaire, la santé des personnes, l'achat plus local, donc les circuits courts, et toutes les technologies ou procédés qui viennent minimiser les externalités de notre chaîne alimentaire. Donc, ça, c'est agroalimentaire durable. Puis le troisième, c'est ce qu'on a appelé ville et communauté durable. En gros, c'est notre façon de faire 2 choses. Parce qu'il faut comprendre que chacune de nos thématiques ont été choisies selon une nécessité de transition. Il fallait avoir une transition énergétique et une transition pour arriver à une économie faible en carbone. On s'est aligné sur la thématique lutte changement climatique. Il y a une transition sur comment on s'alimente et doit s'alimenter, si on doit être capable d'alimenter, 1, la planète, et 2, ne pas détruire la planète en essayant de l'alimenter. Alors, tout ce qui est agroalimentaire durable et s'est inséré dans cette transition-là. La troisième transition, c'est celle qui veut que, en ce moment, la concentration des villes augmente substantiellement. En gros, les gens peuvent se demander, avant la crise du COVID-19, mais qui achète l'ensemble de ces condos-là? Il y a tellement de condos à Montréal, puis en plus, il y avait encore un shortage de condos dans le marché. C'est parce qu'il y a une concentration qui est en train de se faire vers les villes. On dit qu'on va passer du 50
5%, je crois, actuellement, qui vivent dans des villes sur la planète, à bientôt 80 sur une échelle d'à peu près 20 ans. Ce que ça fait, c'est que ça met énormément de pression sur le développement des villes. Donc, on fait de la revitalisation territoriale. On part des friches industrielles dans les villes pour être capable de créer des milieux de vie dans lesquels il est possible de vivre. C'est comme des microcosmes de développement durable, mais c'est notre façon de faire de l'immobilier. Par exemple, on a commencé à acheter des terrains fortement contaminés appartenant aux pétrolières dans l'est de Montréal pour les décontaminer, puis en faire du développement, puis en faire un outil de développement économique pour l'est de Montréal. De l'autre côté, les régions se vident dans cette transition-là, et on a choisi d'aller supporter des créneaux économiques précis qui sont proches de nos spécialités en développement durable dans les régions pour supporter des économies locales plus spécialisées. Donc, tout ce qui avait rapport avec justement l'agroalimentaire durable sur le territoire, on est allé le supporter, on a mis des programmes en place, puis on s'est associé aux créneaux d'excellence en place en agroalimentaire durable, mais aussi dans d'autres créneaux à travers la province qui sont en lien avec le développement durable. Donc, ça a fait en sorte qu'on a pu créer des équipes spécialisées avec des compétences spécialisées dans des secteurs qui sont reliés à ces trois thématiques-là. Et ça a porté des fruits. Dans les 6 dernières années, aujourd'hui, on a composé un portefeuille de 40% de nos actifs sous gestion en investissement direct qui appartiennent à ces trois thèmes-là. Et pour nous autres, c'est une preuve que non seulement il y avait un marché, un besoin, mais qu'on avait une pertinence à le faire parce qu'il y a 6 ans, 5 ans, ces trois secteurs-là d'investissement pour nous étaient marginaux et aujourd'hui composent 40% de l'actif sous gestion. Fait que ça a payé et pour l'organisation, je pense que ça a payé d'un point de vue impact aussi parce qu'on a commencé à mesurer nos impacts, on est capable de démontrer que nos investissements ont un impact incrémental sur plein d'indicateurs, le plus facile étant sur les indicateurs GES, parce que ça, c'est les plus faciles à intégrer. Mais on mesure de plus en plus d'indicateurs importants, puis on est capable de savoir que notre action a eu un impact. Notre allocation de capital en impact a eu un impact important au Québec. Oui. Donc, tu as parlé des trois créneaux, c'est très intéressant d'écouter et aussi inspirant un peu sur ce que vous faites. Je suis curieux de t'entendre sur les composantes de ta stratégie. D'un côté, tu as besoin du capital, de l'autre, des entrepreneurs et trois, j'imagine, de côté réglementation, support gouvernemental. Pour toi, c'est quoi ton focus aujourd'hui en termes de comment tu fais réaliser les choses? C'est-tu juste une question, il manque-tu des entrepreneurs, des personnes qui vont prendre le flambeau? C'est-tu plus accès à des tours? Donc, je suis curieux de t'entendre sur les composantes importantes. Et par rapport au gouvernement, c'est clair qu'il manque de réglementation. En ce sens que les réglementations créent des marchés. Souvent, on va dire, finalement, oui, mais ça relève du social ou de l'environnemental. C'est pas vrai. Quand il y a des réglementations qui améliorent le sort de l'ensemble de notre population, ça crée des marchés. Ça vient affecter des industries qui, elles, vont dire, ouais, ça m'affecte négativement, mais en réalité, ça crée des marchés. Fait que c'est sûr qu'il y a une partie de notre action, puis il y a une chose auquel je m'emploie, et c'est la raison pour laquelle j'étais sur le conseil d'administration de Transition énergétique Québec, que j'ai participé au plan d'électrification changement climatique au Québec, qu'on passe quand même passablement de temps à travailler avec, entre autres, le MERN, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, et le ministère de l'Environnement, ainsi que le ministère de l'Économie, pour être capable de mettre un cadre réglementaire puis éco-fiscal qui favorise ces transitions-là. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est ce qui manque, mais c'est ce qu'on contrôle pas. On peut essayer de passer le message, mais on contrôle pas. Fait qu'une fois que tu passes tes messages, puis tout ça, le reste appartient au gouvernement puis aux partis en place pour faire ces changements-là, puis tout dépendant de à quoi ils font face, comme en ce moment ils font face au COVID-19, ça va être intéressant de savoir quelle place ils vont donner à ça. Pour le reste de ce qu'on contrôle mieux, au niveau des entrepreneurs, moi je trouve fascinant de voir que il y a plein d'entrepreneurs qui portent en eux
un sens à l'argent ou un sens à leur business ou un sens au travail qu'ils font. À chaque fois qu'on ouvre la conversation avec un entrepreneur, de dire qu'est-ce que Fonds d'Action fait et cherche à faire et démontre qu'il le fait puis qu'il est sincère dans ce qu'il fait, il y a quand même une grande majorité d'entrepreneurs qui vont s'ouvrir en disant ben j'ai la même aspiration. Je trouve pas toujours la façon de le faire. Je trouve pas toujours le courage de le faire parce que, je veux dire, des fois, laisser tomber une opportunité pour une autre par rapport au fait qu'il va avoir un impact relié à la deuxième, pas à la première, c'est difficile. J'ai été entrepreneur 2 fois dans ma vie, puis bon, t'as un payroll, t'as des clients. Les premières années de la création d'une entreprise, tu t'es bien plus dans une logique de prendre n'importe quel client que de commencer à faire la fine bouche sur quoi que ce soit. Fait que, ils ont pas toujours ils ont pas toujours ça comme première priorité. Mais le fait qu'on soit en relation avec eux autres, qu'on leur dise, nous autres, on est là, puis on va déployer du capital de cette façon-là, puis on va supporter les entreprises pour cette raison-là, ça donne du focus, ça donne du courage, ça donne de la posture par rapport à cette finalité-là. Et les entrepreneurs sont comme la population. Ils ont besoin de donner un sens à ce qu'ils font. Et moi, je trouve une oreille attentive à chaque fois. Ben, à chaque fois, pas à chaque fois, mais très souvent une oreille attentive à ce qu'on dit. Donc, la première chose, je te dirais, c'est de faire en sorte que il y a une assumation dans notre rapport avec les entrepreneurs par rapport à voici ce qu'on cherche à faire et que ça a sa place dans nos conversations et dans le discours. La deuxième chose, c'est que quand un entrepreneur dit oui, OK, c'est beau, je comprends et je veux en faire une priorité, comment est-ce que vous pouvez m'accompagner là-dedans? Et là, ça nous appartient. Donc, des fonds comme la BDC vont donner de l'accompagnement aux entrepreneurs pour dire, en fait, on va faire l'analyse de ton prix de revient, on va revoir ta chaîne d'approvisionnement, on va voir, puis c'est très, très bien qu'ils le fassent. Puis il y a plein de cabinets aussi qui sont capables de faire ça. Mais quand vient le temps de dire comment j'arrive à optimiser l'impact de mon projet, comment j'arrive à mesurer ces impacts-là, comment je peux formuler une théorie de changement qui est l'équivalent d'une thèse d'investissement, mais en impact. Ma théorie de changement, c'est voici ce qui est en train de se passer comme transition. J'en ai parlé tantôt. Tantôt, une théorie de changement, c'est il est en train de se passer une transition où il y a une concentration qui rentre dans les villes, concentration de population. Ça met une pression sur les territoires. Ça rend développables les friches industrielles et donc, nous, on va aller s'installer dans cette opportunité-là. Ça, c'est une théorie de changement liée à une thèse d'impact. Et ça, c'est l'accompagnement pour être capable de comprendre ces opportunités-là et transformer l'organisation pour aller saisir ces opportunités-là, comment mesurer ces impacts, comment aller contacter la finance qui se soucie des impacts et qui donc vont favoriser ces entreprises-là qui ont décidé de poursuivre une thèse d'impact, comment bâtir un plan d'affaires pour faire en sorte que ces investisseurs-là investissent chez vous plutôt qu'ailleurs, comment mettre les mesures qui vont être reconnues comme standards par le reste de l'industrie financière. Ça, c'est des choses qu'on sait très bien faire chez nous. Et ça, c'est de l'accompagnement en gestion de l'impact, qui est je dirais, un grand facteur de différenciation chez nous au Québec. Oui. Pour parler un peu de la crise aussi qu'on est en train de vivre, Stéphane, avec les entrepreneurs, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour les soutenir durant cette crise et les entreprises dans votre portefeuille? Bon. La première chose qu'on a faite, on a été les premiers dans les premiers 48 heures de la crise, à dire nos entreprises vont avoir besoin de support. Peu importe, ça va être le chaos complet. En ce moment, ils doivent être capables de réfléchir. Puis pour pouvoir réfléchir, faut être capable de savoir que la fin n'est pas proche. Alors, on était les premiers à dire on va donner un moratoire universel sur l'ensemble de notre portefeuille à toutes nos entreprises. Très, très rapidement. Puis c'est un geste les gens disent c'est un geste de solidarité, mais c'est un geste de stoïcien, en fait. C'est un geste qui est celui de dire mes entrepreneurs doivent réfléchir en ce moment à comment réagir
Ils ont des gestes importants à faire dans les prochains mois, gestes importants à porter pour la santé de leurs employés, pour leur liquidité, pour revoir leur chaîne d'approvisionnement, chaîne de clients, pour même revoir leur modèle d'affaires. Et donc, ils devraient se préoccuper d'autre chose que de me payer pendant les 3 prochains mois ou les 6 prochains mois. OK? Donc, pour moi, c'était un premier geste de solidarité, mais aussi de pragmatisme, de dire, si on veut passer au travers et si on veut que nos entreprises passent au travers, il va falloir changer un peu leur focus. C'est comme les entreprises qui ont pu dire à leurs employés, non, vous ne perdrez pas vos emplois. Ça fait en sorte que les employés peuvent se concentrer sur ce qu'il y a à faire dans la crise et pas penser à c'est quoi mon plan de survie dans 2 mois. C'est la même logique. La deuxième chose qui a été très importante, je dirais, c'est que un entrepreneur, par défaut, c'est quelqu'un qui est positif, c'est quelqu'un qui est optimiste, c'est quelqu'un qui ne voit pas les obstacles comme étant infranchissables. Quand il arrive une crise comme celle-là, au départ, ce qu'on a vu arriver chez nos entrepreneurs dans la première semaine, c'était que les gens espéraient tous, ça va durer 2 semaines, puis après, il va y avoir une reprise en V, puis ça va être comme l'après-guerre, mais ça va avoir juste duré 2 semaines, ça va être un grand jardin dans lequel tout va bien aller. Nous, on avait la chance d'être briefés par et les gouvernements et les économistes des grands fonds et de la finance internationale, et ce qu'on nous décrivait, c'est le confinement va durer jusqu'à la fin du mois de juin et l'impact économique va se faire ressentir très fortement. On parlerait pas d'une récession, mais d'une dépression. Et la reprise économique va prendre 1 an avant de se manifester. Donc, une des premières choses qu'on a eu à faire, c'est de l'éducation pour dire à nos entreprises que celles qui allaient réagir le plus énergétiquement et le plus rapidement pour se préparer au scénario économique d'une reprise seulement dans 1 an seraient celles qui passeraient au travers. Et ça, on a redoublé d'ardeur, on a enligné nos communications dans ce sens-là, on a adopté un scénario économique. On est allé travailler avec nos compagnies pour mettre en place des modes opératoires qui d'habitude appartiennent à des entreprises qu'on a au redressement chez nous. On a exigé de l'ensemble du portefeuille, proposé fortement au portefeuille que chacune des entreprises fasse un exercice de cash flow 13 semaines rotatif. Donc, en ce moment, toutes nos entreprises sont sur un modèle de 13 semaines cash flow rotatif. Certaines sont en train de l'implanter puis essayer de le faire arriver. Mais on pousse sur nos entreprises puis on les accompagne puis on leur montre comment puis on revoit les hypothèses avec eux pour faire en sorte que leur liquidité puisse être optimisée pour passer à travers la crise. On est en mode résilience. Là-dessus, on a commencé à trouver, on s'est bâti des coffres à outils, on fait des webinaires sur les questions que nos entrepreneurs peuvent avoir, nos entreprises peuvent avoir. Et on les guide aussi, parce que là, il y a une panoplie de programmes et d'interventions gouvernementales, d'interventions par les institutions financières. Puis on prend chacune de nos entreprises en ce moment, puis on les guide à savoir, t'es éligible à tel programme, à tel produit financier qui a été créé par telle banque, à tel site, ça. Donc, on vient appuyer la fonction CFO des organisations pour les guider dans ces programmes-là. Puis on a créé, nous autres, une cellule de crise qui fait une veille constante de l'ensemble de ces programmes-là. Ça, je dirais que ça, c'est le côté préservation dans la crise. Mais moi, mon rôle, très vite, j'ai compris que c'était de m'élever au-dessus de la crise le plus rapidement possible. Parce que il fallait que notre groupe se mette à travailler fort avec les entreprises pour faire ça, pour répondre à la crise court terme. Mais on est un fonds de développement durable. Donc, nous, il faut très, très rapidement avoir une vision
moyen terme, long terme par rapport à ce qui se passe maintenant. Puis il faut aussi que je me sorte la tête de l'eau pour être capable de travailler avec mes entreprises pour qu'elles aussi soient capables de non seulement agir sur le court terme, mais de préserver, voire améliorer leur positionnement pour être capable d'être dans une meilleure posture moyen terme, long terme. Oui, en fait, c'était ma prochaine question, Stéphane, sur ce point. Tu as parlé de la crise et la durée que ça va prendre. Oui. Donc, je suis curieux de t'entendre sur ces opportunités-là que tu vois. Tu sais, si tu dis, tu t'élèves un peu et tu fais un zoom out sur qu'est-ce qui se passe dans le marché. Pour toi, qu'est-ce que tu vois comme opportunité à la sortie de cette crise? OK. Je vais te donner mon impression as of today. On est encore dans le début de la crise, mais j'ai écrit des posts LinkedIn en fin de semaine par rapport à où j'en étais, par rapport à ma réflexion de qu'est-ce qui devrait émerger et à quoi on devrait servir pour la suite des choses moyen terme, long terme. OK? Puis là, je vais te donner une perspective quand même qui est une perspective Québec. Il faut savoir que chacune des régions du monde en ce moment n'est pas affectée de la même façon. L'Alberta en ce moment, même au Canada, est pas affecté de la même façon que le Québec à cause de la composante pétrole de leur économie. Donc, je vais te donner quand même une perspective que je pense qui est l'opportunité Québec. En ce moment, il y a une propension à imaginer l'économie dans un élan de déglobalisation. Donc, je pense pas qu'il est visé qu'il y ait une déglobalisation complète, mais il va y avoir certaines déglobalisations de certaines chaînes d'approvisionnement. Et on l'entend et on le voit. C'est un réflexe qui est porté par les États. En fin de semaine, on avait le gouvernement québécois qui disait, écoutez, achetez local en alimentaire. Nous, la semaine passée, vu qu'on est en agroalimentaire durable, on a libéré 40 millions pour l'industrie de l'agroalimentaire en disant on veut trouver les champions et on va investir avec eux dans ceux qui vont s'insérer dans cette transition de déglobalisation alimentaire qui mène à une meilleure autonomie alimentaire. Donc, au Québec, en ce moment, le premier secteur d'activité, parce qu'il est le moins touché et celui qui pose le plus de potentiel, c'est celui de l'agroalimentaire. Et c'est pour ça qu'on s'est positionné très rapidement la semaine passée en disant, on est un acteur là-dedans, puis nous, on va investir, on va continuer à investir et dans des entreprises à l'extérieur du portefeuille qui s'insèrent dans cette transition-là en agroalimentaire. La deuxième chose que je vois, c'est que il va falloir une fois pour toutes qu'on adresse la question de la balance commerciale du Québec par rapport à son import d'énergie. Le Québec est le troisième plus grande importation de l'économie québécoise. C'est du pétrole brut et de l'essence. Et du gaz naturel frac. C'est notre plus grande importation. Or, on est une juridiction qui a de l'hydroélectricité. Et on était déjà dans une conscientisation que l'électrification est un moteur économique important au Québec. Je pense que toute la question de la transition vers l'électrification, notamment dans les transports, mais aussi dans les industries, va devenir un sujet d'actualité très important dans les actions du gouvernement, mais la finance va suivre en ce sens que ça va être payant de le faire. Ça va être payant de le faire. Donc, tout ce qui a rapport avec cette balance commerciale-là qui rend l'économie du Québec beaucoup plus forte est importante. Puis si on veut être capable d'avoir assez d'électricité pour passer à l'électrification, une électrification massive de l'industrie québécoise, il faut aussi faire de l'efficacité énergétique. Il faut libérer des mégawatts pour être capable d'électrifier le reste de l'économie. Donc, tout ce qui a rapport avec la transition vers ça est, pour moi, un moteur économique important qui va arriver dans notre juridiction. Ça, c'est le côté Québec économique, parce que quand on est un investisseur d'impact, on pense aussi à l'impact économique. En fait, c'est un impact
très, très important. Fait que pour repartir les moteurs économiques, c'est ces deux-là que je vois. Dans une perspective plus internationale d'exportation, on a une base d'entreprises technologiques, software, importante au Québec par capita. On a des entreprises qui sont illustrées à l'international et toute la question de la transformation numérique de plein de pans de nos industries, on a au Québec une industrie forte en software qui peut tirer son épingle de jeu et qui aujourd'hui est menacée parce que c'était dans une perspective de capital de risque, puis l'apport en capital de risque pour les entreprises technologiques, elle est malade en ce moment. Le gouvernement est en train de mettre de l'argent pour essayer de sauver le tissu économique des entreprises, des PME, puis des moteurs économiques, donc des entreprises plus traditionnelles. Mais tout ce qui était en mindset capital de risque, qui avait besoin de rondes de capital supplémentaire en ce moment, il y a de l'incertitude. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait pour ces entreprises-là. Or, c'est une énorme opportunité pour le Québec parce qu'on a ces entreprises-là autour de nous. Parce qu'on a cette expertise-là, parce que on a ouvert des marchés dans le passé, donc on est sur l'échiquier international pour ces technologies-là, et parce qu'il va y avoir une très grande demande pour ces technologies-là. Donc ça, je dirais que c'est le quatrième pan, puis il faut trouver une façon de supporter cet écosystème-là, à faire en sorte que les fonds de capitaux de risque soient capables de continuer à faire leur job là-dedans, et que contrairement aux autres périodes de ralentissement économique qui sont caractérisées par un assèchement complet du capital pour ce secteur d'activité-là, dans ce cas-ci, je pense qu'on devrait faire les efforts pour que ce soit l'inverse. La quatrième chose que je trouve importante au Québec, c'est tout ce qui a rapport avec l'innovation, l'innovation pour des procédés puis technologies propres. Ma théorie là-dessus, c'est l'économie va manger un gros coup. Il va falloir la repartir. Hier, je lisais un article de McKinsey, puis ils utilisaient une switch ou un breaker en disant les breakers sont à off. Comment est-ce qu'on repart une économie breaker par breaker? Et pour repartir, vu qu'on repart l'économie d'une potentielle stagnation, d'une dépression suivie d'une stagnation, faut ouvrir les moteurs économiques, puis en ouvrant les moteurs économiques, faut se dire, il serait peut-être important qu'en les réouvrant, les entreprises qu'on va réouvrir comme moteur économique en profitent pour faire les investissements nécessaires pour être beaucoup plus efficients. Efficients aujourd'hui, en 2020, puis par rapport à l'état des ressources planétaires qu'on a, ça veut dire être plus lean en tout. Plus lean par rapport à l'utilisation de l'espace. On a quand même moins besoin aujourd'hui d'avoir des tours à bureau remplis de gens qui viennent travailler à tous les jours. Je pense qu'on va s'être prouvé qu'on est capable de faire du télétravail. Plus lean dans l'utilisation des intrants. Donc, l'agriculture doit avoir besoin de moins d'intrants. Les usines doivent utiliser mieux des ressources naturelles pour être capables d'arriver au même produit. Donc, la question de l'efficience, que ce soit l'efficience énergétique ou de l'efficience des intrants, ressources naturelles, est selon moi très importante. Et là-dedans, on a un écosystème, encore là, d'innovateurs qui ont créé des technologies et des procédés pour faire en sorte que nos entreprises soient plus modernes, plus efficientes et aient moins d'externalités par rapport à leur utilisation des ressources. Fait que, où j'en étais cette fin de semaine par rapport à cette réflexion-là, c'était ces quatre vecteurs très spécifiques au Québec, là, parce que on est un fonds d'investissement qui est dédié à investir principalement au Québec, puis que quand je regarde la crise à laquelle on fait face au moment où on se parle, le rôle de l'État est devenu très important, et dans sa réglementation, mais et dans son intervention en capital. Donc, je pense que ça nous demande de regarder plus étroitement la juridiction au Québec ou la réalité économique Québec pour trouver sont où les moteurs économiques dans lesquels on va s'insérer. Oui, ce que je trouve intéressant dans des quatre axes, Stéphane, c'est que il y a un fil conducteur derrière les quatre. Et ce fil, c'est de bâtir vraiment une résilience en tant que société. Et ce que cette crise a démontré un peu, c'est le fait que
ben la mondialisation, je crois, a atteint un peu ses limites. Tu sais, on a fait le plus qu'on a pu. Pas que ça va disparaître, mais il va y avoir une espèce de introspection qu'il va leur faire pour, comme tu as dit, rendre l'économie plus durable sur le long terme. Ça va être sur plusieurs axes. Et c'est là où est-ce que je crois le capital va jouer un très grand rôle là-dedans pour propulser ces moteurs que tu viens de mentionner. Ben, je dirais, c'est pas une crise qui va changer du tout au tout la nécessité de créer une économie qui est plus juste, plus verte, plus inclusive. Au contraire. Au départ, je pense qu'on a entendu les tambours néolibéraux qui disaient « Wow, va falloir s'occuper de l'économie. » Alors, toutes ces conneries d'externalité, de lutte changement climatique, de transition nécessaire, on va mettre ça au rencard parce que il faut s'occuper de l'économie. En fait, c'est mal comprendre c'est quoi l'économie. Je pense que ce que ces gens-là voulaient dire, c'est il va falloir s'occuper de la finance. Et c'est le discours que je décriais au départ, qui est la finance qui doit se suffire à elle-même. L'économie, c'est beaucoup plus large que juste la performance économique. Je pense que le mot performance économique va être remplacé par, tu l'as dit le mot résilience économique. La résilience économique porte en elle, résilient veut dire durer longtemps, porte en elle la durabilité, donc le développement durable. Puis ça va avoir besoin de la finance d'impact pour transformer cette économie-là. Fait que je trouve que le contexte de crise augmente la pertinence de ce qu'on essaye de faire chez Fonds d'Action, de ce que je perçois ou sens depuis le début dans cette industrie-là. Et que au contraire, le contexte COVID-19 a amené des gestes plus solidaires, une conscience plus altruiste, plus portée vers la cohésion sociale que ce qu'on avait auparavant. Oui. C'est une belle façon de peut-être clore la discussion, Stéphane. Un bel sujet pour en finir. Peut-être une dernière question pour toi. Ça serait où est-ce que les personnes peuvent apprendre plus sur ce que vous faites chez Fonds d'Action et aussi à propos de ton rôle là-bas? Ben, écoute, je pense que l'une des meilleures façons de le faire, c'est LinkedIn. Auparavant, on était, et je détestais cette expression, vous êtes le secret le mieux gardé en finance, et quand tu es le secret le mieux gardé, il y a quelque chose que tu fais pas. Et ça m'énerve quand j'entends cette expression-là, mais depuis un bon 2 ans, 3 ans, on est très, très actifs sur LinkedIn. On crée du contenu riche, des vidéos, des podcasts, on fait des annonces, puis je pense que c'est à travers ces contenus-là qui est le plus facile de découvrir qui est Fonds d'Action. Sur LinkedIn, il y a le groupe Fonds d'Action, donc Fonds d'Action existe, puis on est capable de voir l'ensemble des annonces et des contenus riches qui sont faits par Fonds d'Action. Puis moi, personnellement, je vais souvent relater ou commenter ou enrichir certains contenus. Donc, on est capable de voir un peu c'est quoi mon chemin et ma façon de penser à travers ces contenus-là. Super. Mais Stéphane, je veux te remercier d'avoir pris le temps, évidemment, dans cette période difficile. Et donc, avec ça, juste un grand merci. Merci à toi, Nectarios. Thank you for listening to the Point of No Return podcast. Don't miss an episode by subscribing on iTunes or Google Play.